what comes between me and my Calvins? Nothing. It was a different era on set. I didn't feel compromised. I didn't feel insecure. Everybody wanted me to be miserable. Everybody wanted me to be uncomfortable. And I didn't feel it. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo consacrée à l'actrice Brooke Shields. Ça fait très longtemps que je voulais m'attaquer à son portrait, il s'est passé énormément de choses assez dérangeantes dans sa vie qui ont créé pas mal de controverses, de polémiques, on en parle encore aujourd'hui, des choses qui se sont passées quand elle était toute jeunette, dans les années 70, et voir donc où elle en est aujourd'hui après tout ce qu'elle a traversé. C'est une vie... Waouh! Donc on va voir tout ça, mais avant de démarrer la vidéo, je tiens à remercier mon fidèle sponsor, CyberGhost VPN. Avec 39 millions d'utilisateurs, CyberGhost VPN est devenu une valeur sûre concernant la protection de données. Je ne saurais vous recommander de protéger vos données, surtout à l'heure d'aujourd'hui sur Internet. Et pour ce faire, sachez qu'un VPN est un espèce de tunnel privé et sécurisé qui permet donc de masquer votre adresse IP, également de cacher toutes vos données personnelles, donc tout ce qui est mot de passe, coordonnées bancaires, bref, tous les trucs hypersensibles. Donc vous êtes protégé des pirates, des hackers, également des sites malveillants. Ça, c'est toujours pour la partie sécurité, comme je vous le dis à chaque fois. Et pour la partie un peu plus cool, sachez que vous pouvez du coup débloquer du contenu sur une quarantaine de plateformes. Donc vous pouvez avoir accès à du contenu géo-restreint grâce à CyberGhost. Pour cela, comme à chaque fois je vous montre, la manip elle est hyper simple. Vous sélectionnez déjà la plateforme, imaginons Netflix. Vous vous connectez sur le pays auquel vous souhaitez avoir accès au catalogue. Et puis là, vous allez voir qu'il y a une petite différence. Il n'y a pas forcément les mêmes catalogues sur Netflix ou Amazon, Disney+, etc. en fonction du pays où on se trouve. Donc là, vous avez beaucoup plus de choix. Et c'est aussi valable pour d'autres programmes en streaming dont on n'a pas accès en France. Niveau compatibilité, on est très très large. Mac, iOS, Android, console de jeu, télévision. Et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Donc vous pouvez l'installer sur le téléphone, sur votre ordinateur, votre tablette, votre télé, votre console et encore en faire profiter des proches. Pourquoi pas? Donc grâce au lien que je vous mets toujours en barre d'infos mais également en commentaire épinglé, vous pouvez tester CyberGhost avec une réduction de 83%, ce qui vous revient donc à un abonnement à 2 € par mois et 3 centimes. Vous avez en plus 4 mois offerts et vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc si jamais vous n'étiez pas convaincu, pas de problème. Si vous avez également le moindre souci, vous avez une assistance disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. Que demande le peuple? Merci encore CyberGhost de sponsoriser mon travail. Alors c'est parti pour l'histoire de Brooke Shields qui est née le 31 mai 1965 à New York. Son père s'appelle Frank et sa mère Terry. Ses parents divorcent lorsqu'elle n'a que 5 mois, mais elle restera très proche de son père jusqu'à son décès en 2003. Donc c'est principalement sa mère qui l'élève. Elle est très dévouée à sa fille, mais elle a un problème avec la boisson. Et elle est également sa manager. De ce fait, Brooke commence à travailler en tant que mannequin à seulement 11 mois. Sa première apparition fut dans une publicité pour le savon Ivory Snow, photographiée par le légendaire photographe de mode Francesco Scavuio. Et à propos de ça, Brooke raconte: Scavuio, qui était très proche de ma mère, a appelé et a dit: Hey Terry, amène-moi le bébé. On a besoin d'un bébé qui correspond au rôle. J'étais un bébé en couche. Comment j'aurais pu ne pas correspondre au rôle? J'avais déjà fait ma sieste, donc j'étais de bonne humeur, alors que tous les autres bébés pleuraient, étaient fâchés, tristes et fatigués. Du coup, j'ai eu le rôle et c'est là que tout a commencé. À l'âge de 11 mois, donc. Très tôt dans sa vie, elle va avoir un agent, Eileen Ford, qui va commencer à la représenter en 1975 et elle a justement créé la division enfants de son agent
d'urgence après avoir signé avec Brooke Shields. Par rapport à cette période, Brooke raconte « J'étais bébé mannequin, puis mannequin enfant. Je faisais des catalogues, des publicités pour des vêtements, des pubs pour des shampoings, enfin tout ce pourquoi on me choisissait. J'allais à l'école à Manhattan et je ne travaillais qu'à partir de 3h de l'après-midi. Même quand on disait « Oh, elle a un rendez-vous à 10h », ma mère répondait « On se voit à 3h. » J'ai toujours eu ces deux vies parallèles et j'arrivais très bien à les compartimenter. Et elle explique aussi qu'elle n'était pas dans une école où il y avait d'autres enfants acteurs, donc c'était vraiment la vie normale. Le matin et l'après-midi, c'était sa vie pro. Donc il est important de souligner que très tôt, l'histoire de Brooke est aussi devenue l'histoire de sa mère, et donc sa manager, controversée, Terry Shields. Elle était devenue presque aussi célèbre que sa fille pour sa réputation. Elle acceptait volontiers le rôle de mère ambitieuse et autoritaire qui disait rarement non lorsqu'il s'agissait d'inscrire Brooke à de nouveaux projets. « Je pense que Brooke est comme une œuvre d'art, disait-elle, comme un magnifique tableau. Je pense que le monde devrait pouvoir profiter de Brooke en tant que spectateur. » Et oui, le monde en a profité. Brooke est rapidement devenue l'une des enfants les plus reconnaissables de la planète, mais il faut quand même souligner que la frontière entre l'art et l'exploitation était assez floue. D'ailleurs, un journaliste va rebalancer les propres mots de sa mère en pleine tête en lui disant « Vous avez dit qu'à partir du moment où Brooke était bébé, on l'encourageait à être sensuelle. Donc quelqu'un pourrait dire que vous exploitez la sensualité d'une enfant. » Ce à quoi elle répond « Si c'était tout ce que je faisais, alors probablement oui. Mais ce n'est pas tout ce que je fais avec Brooke, ni tout ce que Brooke fait. » Donc aussi choquante que les paroles de sa mère puissent être, Brooke, des années plus tard, rappelle quand même que c'était une autre époque. Les choses étaient différentes. Sa mère était très déterminée à faire de sa fille une star. Elle a façonné avec soin sa carrière et son image. Son rôle dans le film de Louis Malle, Pretty Baby, sorti en 1978, la propulse sur le devant de la scène culturelle. Elle n'a que 11 ans lorsqu'elle est choisie pour incarner la fille d'une fille de joie, interprétée par Susan Sarandon, elle-même contrainte à vendre son corps dans le quartier chaud de la Nouvelle-Orléans pendant la Première Guerre mondiale. Et bien que ça puisse être très choquant, ce synopsis, Brooke était ravie du rôle. Elle raconte d'ailleurs « Je n'ai pas passé d'audition, c'était une rencontre. Ma mère m'a emmenée à ce studio, je suis entrée et j'ai discuté avec Polly Platt et Louis Malle, les scénaristes. Il m'a posé des questions du genre « Sais-tu ce qu'est la prostituée ?» Voilà. Et j'ai répondu « Oui, je vois ces filles à l'angle de la 42e rue. Je m'inquiète toujours qu'elles aient froid. Ayant grandi à Manhattan, j'ai vu New York dans les années 70 d'une manière très crue. » Il m'a alors dit « Nous racontons une histoire vraie. C'est l'histoire d'une jeune fille et c'est une histoire d'amour. Ce n'était pas l'histoire d'une Lolita, c'était l'histoire d'une jeune fille innocente et de la façon dont cette innocence lui est volée et de son choix de ne pas être une victime. Et je pense que c'est le plus beau film que j'ai jamais fait. C'est le seul véritable film de qualité dans lequel j'ai joué. Je ne me suis jamais sentie compromise, je ne me suis jamais sentie en insécurité. Tout le monde voulait que je dise que j'étais malheureuse, que j'étais mal à l'aise, que j'étais exploitée. Les gens voulaient désespérément que je dise oui à tout ça, mais ce n'était pas ce que je ressentais. J'accorde à ce film une valeur très particulière au point d'avoir écrit mon mémoire universitaire dessus. Je suis fascinée par ce passage de l'innocence à l'expérience et par la question de savoir à qui cela appartient. Est-ce que la personne en devient victime ou pas? Ce film est très intéressant pour moi. Donc, elle affirme qu'elle ne s'est jamais sentie mal à l'aise face au contenu explicite de ce film. Cependant, comme vous vous en doutez, le sujet du film et plus précisément la scène dans laquelle Violette, son personnage, pose nu pour son mari photographe, interprété par Keith Carradine, inspiré du véritable E.G. Belloc, a déclenché une véritable guerre culturelle lorsque le film est sorti. Et Brooke poursuit, je n'avais aucun scrupule à ce sujet. On a voulu que je me sente victime et maltraitée. Enfant, j'allais voir des films de Fellini avec ma mère. Nous évoluions dans le milieu artistique. Nous étions entourés de modèles. Tout le monde se promenait nu. Il y avait une certaine liberté. Avec le recul, je comprends que cela puisse être dérangeant. J'ai réalisé un long entretien avec Louis Malle des années plus tard à l'université pour ma thèse sur lui. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'il ne cherchait pas à dicter nos sentiments. On est censé être tiraillé.
Et pour moi, c'est ça le véritable art. On ne nous mâche pas le travail. En plus, dans le film, il y a quand même aussi une scène avec un personnage beaucoup plus âgé. C'était son premier baiser à l'écran. Donc pour rappel, elle a 11-12 ans. Et le partenaire qu'elle embrasse, il en a 29. Donc quand on lui dit comment ça s'est passé, elle dit ça a dû être plus difficile pour lui que pour moi. Mais il a été très gentil, je n'avais jamais embrassé personne auparavant, donc je ne savais pas comment faire. Évidemment, on ne pourrait plus le faire aujourd'hui. C'est quand même dingue de constater qu'elle n'est pas du tout traumatisée par ce film, parce que c'est vrai qu'on verrait ça aujourd'hui. Oh, bah, ça passerait pas du tout. Tant mieux hein, que ça n'ait pas perturbé ni rien. Est-ce que justement c'est la mentalité de l'époque qui l'avait bien fascinée, le contexte dans lequel elle a grandi, les gens qu'elle côtoyait, sa mère, tout ça, cette vision artistique du fait de se dire que même la sensualité d'un enfant c'est ok. Bah à cette époque-là, faut croire que oui, hein, c'était ok. Pas pour tout le monde, parce qu'encore une fois quand le film est sorti, ça a quand même fait du bruit. Il a reçu une classification R aux États-Unis, une classification X au Royaume-Uni et il a même été totalement interdit en Australie et au Canada. Mais il a quand même reçu un prix au Festival de Cannes 1978 et une nomination pour la Palme d'Or. La presse, quant à elle, l'a qualifié de pornographie infantile, tandis que Brooke était surnommée la nouvelle Lolita. Selon elle, toutefois, ce sont surtout les conditions de tournage extrêmement éprouvantes qui ont rendu l'expérience difficile. En effet, elle tournait entre 12 à 15 heures. C'est long pour une enfant, une obsession du réalisme qui l'obligeait à porter des chaussures anciennes qui lui lacéraient les pieds, et sa partenaire Susan Sarandon qui insistait pour qu'une scène de gifle ne soit pas simulée, frappant réellement Brooke au visage pendant 9 prises consécutives. Ça m'hallucine de la part de Susan Sarandon. Je suis choquée d'avoir lu ça. Alors Brooke justement raconte cette scène. Elle dit « Je désirais tellement son approbation ». En parlant de Susan Sarandon. En tant que femme, en tant qu'actrice, en tant que mère, elle était une figure maternelle pour moi dans le film et elle était très sérieuse. Je n'ai jamais eu l'impression d'obtenir son approbation. J'étais comme un petit golden retriever, c'était moi hors caméra. Et devant la caméra, mon personnage Violette a une réaction très stoïque envers sa mère. Pendant la scène des gifles, je me souviens que c'est à ce moment-là que j'ai changé ma façon de réagir envers elle. Je me suis dit, ok, tu vas juste rester là et encaisser sans broncher. C'était purement intérieur. Je suis restée assise là, à recevoir des gifles à répétition, et à la fin, j'ai eu l'impression d'avoir gagné parce que je suis restée imperturbable. Alors, ces débordements relevaient également de la responsabilité du réalisateur, hein, on est d'accord. Pourtant, dans les médias, c'est Terry, la mère de Brooke, qui en a pris plein la face. Elle était désignée comme la grande coupable, hein, regardez ce qu'elle fait de sa fille. C'est pas faux non plus, on est d'accord. Et ce récit a persisté, celui d'une mère manipulatrice et agressive mettant sa fille en danger, plutôt que d'un réalisateur irréprochable. Moi je mettrais tout le monde dans le même panier perso. 2 ans plus tard, Brooke, âgée alors de 14 ans, partage l'affiche avec Christopher Atkins dans Le Lagon Bleu, très célèbre film Lagon Bleu, un film d'apprentissage racontant l'histoire de 2 cousins à l'époque victorienne, naufragés sur une île tropicale du Pacifique Sud. Là, loin des structures et des mœurs de la société, ils découvrent librement les transformations physiques et émotionnelles de la puberté, s'adonnent à la baignade nue dans l'océan et tombent amoureux. La polémique autour de ces scènes de nudité intégrale réalisées par une doublure et des scènes où ses cheveux étaient collés à sa poitrine pour dissimuler ses seins a suscité des protestations quant à l'indécence du film. Pourtant, le public a plébiscité le film qui a engrangé près de 48 millions de dollars aux États-Unis en 1980, un succès supérieur à celui de Shining et de Raging Bull. Je l'ai vu toute petite, ce film. Il me fascinait. J'avais même pas capté qu'ils étaient cousins quand j'étais petite. Moi, ce qui m'a traumatisée, c'est pas les scènes, des scènes intimes. Je sais même plus si c'est leur père, leur oncle, enfin bref, le type qui était avec eux, là, quand ils font naufrage, il meurt. Et la fin, quand ils ont un bébé et qui décide ce qu'il décide. Je spoil pas pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ça m'a marqué étant enfant. Le reste, j'avoue que j'ai pas vraiment fait attention. Avec un œil adulte, on se dit, gamine, elle a 14-15 ans, je peux comprendre que ça déplaise. Mais en tout cas, à l'époque, ils étaient plus âgés que moi, hein, donc j'ai pas fait gaffe à ça. Mais ça s'arrête pas là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les producteurs d'Hollywood, ils savaient
qu'il gagnerait des millions en présentant le lagon bleu comme l'éveil sexuel de Brooke. C'est là où c'est dégueulasse. Elle raconte, Brooke, apparemment c'était leur grand plan, ce qui est ridicule. Je n'étais absolument pas consciente de tout ça. En fait, pour vous expliquer clairement, il voulait filmer le film comme si on voyait le vrai éveil sensuel voilà, de Brooke Shields. Mais c'est un rôle, non. Eux, ils disaient que c'était vraiment Brooke qui s'éveillait au plaisir charnel, etc., etc. Ils sont partis dans une matrice particulière. Donc elle dit « Je ne suis pas sortie de ce film avec une nouvelle compréhension de ma sexualité, mais c'est ce que le studio voulait montrer. Il voulait assister à quelque chose de réel. Mais le Lagon Bleu n'était pas une émission de télé-réalité. Je ne sais pas ce qu'il pensait, c'était absurde. Je me souviens avoir pensé, on peut juste jouer la comédie? Vous ne croyez pas que j'ai assez de talent? Vous pensez que j'en ai besoin? J'étais complètement rebelle dans ma tête. Mais tout tourne autour de ce qui va se vendre, et ce qui se vendait, c'était la controverse. Les producteurs repoussaient les limites. Et du coup, le Lagon Bleu a confirmé le fameux slogan, le sexe fait vendre. Et suite à ça, Brooke Shields est très vite devenu l'un des visages les plus connus d'Amérique, passant d'une adorable petite fille à une jeune américaine sexualisée. Elle est également à cette époque-là le plus jeune mannequin à faire la couverture de Vogue à 14 ans. Ses sourcils épais caractéristiques, sa longue chevelure brune et ses traits fins semblaient omniprésents, des pubs pour shampoing aux créations de haute couture. Et c'est là qu'entre en scène la fameuse pub pour Calvin Klein. Nous sommes en 1980, le couturier Calvin Klein la recrute pour une campagne publicitaire télévisée et imprimée. Bon, on peut dire que c'est une campagne sexy pour sa nouvelle ligne de jeans ultra moulants. Brooke a été photographiée par Richard Avedon et elle prononce la phrase désormais iconique « Vous voulez savoir ce qui se trouve entre moi et mon Calvin? Rien !» Bon, il y en a qui ont compris le double sens, donc bon, les pubs ont été interdites sur ABC et CBS. Cependant, la mauvaise pub n'a fait qu'amplifier les efforts marketing de la marque, consacrant Brooke Shields au panthéon des top modèles et lançant au passage la carrière de Calvin Klein. Bon, elle, Brooke, elle se souvient avoir apprécié la campagne pour son côté intelligent qui jouait sur le mot jean, jeu de mots avec les gènes, en anglais, jean et jean, c'est gène. Il y a un jeu de mots. On lui demandait notamment de réciter de mémoire une définition de la théorie des gènes pendant 1 minute et d'expliquer le concept de survie du plus apte de Darwin. Et elle dit « J'adorais ça parce que je pouvais utiliser mon cerveau. » Mais tout ce qu'on a retenu, c'est « Il n'y a rien entre mon Calvin et moi. » À l'époque, Brooke ne voyait aucun double sens dans cette phrase. Mais comme je vous dis, beaucoup l'ont vu. Elle était interdite sur 2 chaînes et on a encore crié à la pornographie infantile. Et là, il s'est passé quelque chose qu'on a pu observer par exemple avec Britney Spears, c'est que les médias, ils adoraient Brooke, mais ils ont aussi pu se montrer très cruels envers elle. Le manque de délicatesse envers une adolescente et leur insistance à lui demander de se justifier sur la manière dont elle était sexualisée à l'écran compte parmi les moments les plus choquants du documentaire qui est sorti en 2023 sur Hulu, qui s'appelle Pretty Baby Brooke Shields. Je vous invite à le voir. Et justement, parlant de moments gênants à la télévision, elle se souvient d'une interview avec Barbara Walters, durant laquelle cette dernière lui demande de se lever pour comparer ses mensurations avec les siennes. « Je me suis sentie plus objectifiée et maltraitée par ça, déclare Brooke, que par la scène de nudité de Pretty Baby. » Il y a encore un autre extrait tout aussi dérangeant, où il y a un animateur d'un talk show qui lit la description de sa mère Terry, qui luttait contre l'alcoolisme. Son visage porte les marques d'une forte consommation d'alcool, peau rugueuse, yeux cernés. Donc il lit ça à voix haute devant Brooke et sa mère. Et ensuite il demande à Brooke Shields, qui était ado à ce moment-là, « Êtes-vous d'accord ?» La gênance totale, elle a répondu l'air de rien que la peau de sa mère est due à de terribles allergies. Et elle dit « Quand j'ai revu cet extrait, j'étais avec Ali Wentworth, elle m'a regardée et j'ai fondu en larmes. J'étais tellement contente que ce soit mis en lumière, car c'est une situation tellement complexe et tellement douloureuse pour nous deux. » Alors effectivement, l'alcoolisme de sa mère, parlons-en. À la maison, Terry continuait de pousser Brooke à travailler. Brooke était d'accord, elle acceptait, il n'y avait pas de souci. Elle formait avec sa mère un duo redoutable, mais ce succès a eu un prix. Et Terry donc a basculé dans l'alcool. Et c'est devenu si grave que Brooke a été forcée d'endosser
le rôle d'aide-soignante, voire même de mère. Elle dit d'une certaine manière, je l'ai élevée comme une mère depuis ma plus tendre enfance. Quand on grandit dans un foyer où l'alcoolisme est présent, on apprend à gérer ça très jeune. Et j'étais enfant unique. Je voulais juste la protéger. Elle était un véritable ange. Elle était tout pour moi. Ironie du sort, les plateaux de tournage étaient un havre de paix pour moi car on savait toujours où j'étais. J'allais à l'école, j'avais une feuille de service chaque jour. Il y avait un tel ordre et les gens se souciaient de moi. Et on riait. Mais les gens ne voulaient pas que ce soit la vérité. Ils voulaient que je sois une épave parce que j'étais actrice. C'était nous contre le reste du monde et ça fonctionnait. Et c'est également à cette époque-là, quand elle a 15 ans, qu'elle va rencontrer Michael Jackson. C'est quand même important de le souligner parce qu'ils vont devenir très amis. D'ailleurs, elle a prononcé un discours le 7 juillet 2009. Elle lui a rendu hommage lors de la cérémonie d'adieu au Staples Center de Los Angeles. Et en 84, il l'avait même demandé en mariage à plusieurs reprises, ce à quoi Brooke a répondu: tu m'auras avec toi pour toujours, je ferai ma vie de mon côté, j'aurai mes enfants, mon mariage, mais je serai toujours à toi. Voilà, grande amitié avec Michael Jackson. Par la suite, encore un film qui est gênant, c'est Franco Zeffirelli qui confie à Brooke Shields un rôle dans son film en 1981. Un amour infini, un drame romantique abordant la sexualité adolescente et la désapprobation parentale. Et petite anecdote, ce Franco, il était insatisfait de l'expression de Brooke, âgée de 15 ans, lors d'une scène, comment dire ça sans me faire striker trop par le grand patron, lors d'une scène où elle atteint le nirvana avec son partenaire, du coup lui a tordu l'orteil si fort qu'elle a crié. Par exemple, la scène intime du film a suscité une vive polémique autour de Brooke Shields et de sa mère, accusée encore de tirer profit de la sexualisation et de l'exploitation de sa fille. Des critiques ont également pointé du doigt des photos de Brooke Shields alors âgée de 10 ans, prises en 1975. Alors là aussi, c'est pas mal. L'agence de mannequins Ford avait organisé la séance photo avec le photographe Gary Gross. Terry, la mère de Brooke, lui avait vendu les droits sur ces images pour $450. Une misère, l'autorisant à les utiliser. Les photos ont été publiées dans un magazine de Playboy. Au début des années 80, adolescente, Brooke Shields a tenté de faire interdire leur utilisation en justice, invoquant une atteinte à la vie privée. Et finalement, par un arrêt rendu en mars 83 par 4 voix contre 3, la Cour d'appel de New York a donné raison à Gary Gross. Le photographe conservait ses droits à condition de ne pas les vendre à des publications porno. Voilà. On arrive donc en 83. Brooke est au sommet de sa carrière, mais elle décide de faire une pause pour aller étudier à l'université de Princeton, où elle va obtenir une licence en langue romane en 87. Et elle dit que son passage à Princeton, ça a été très bénéfique pour elle. Elle a adoré ses années d'université. Elle pouvait enfin assouvir sa curiosité intellectuelle. Elle n'était pas juste un beau visage, elle avait aussi un cerveau. Et elle attribue sa capacité à s'affranchir et même à survivre à la pression intense, souvent toxique, des industries du cinéma et du mannequinat, à son expérience à l'université de Princeton. Donc ça a été un tournant dans sa vie. On dit qu'elle a défié le stéréotype de la starlette hollywoodienne superficielle. Elle a également inspiré les jeunes femmes, prouvant qu'il était possible de faire des études supérieures tout en menant une brillante carrière dans le monde du spectacle. Et c'est des années plus tard, en 2022, qu'elle accorde une interview à Glamour où elle revient sur cet épisode et elle dit: le fait de pouvoir dire que j'ai obtenu mon diplôme avec mention d'une université aussi prestigieuse venant du monde du spectacle m'a permis de me forger mes propres opinions et je ne pense pas que je les avais auparavant. C'était juste oh elle est jolie, c'est le mannequin ou quelque chose du genre. Tout cela était très superficiel, ce qui n'est pas grave. Je me suis éclatée, mais je savais que je devais me développer intellectuellement pour ne pas tomber dans les pièges de ce milieu. Et toujours par rapport à cette période, quand on lui demande si elle regrette certains choix de carrière, elle dit: je pense que je n'aurais jamais opté pour la solution de facilité, comme se faire un sèche-cheveux personnalisé. Je crois qu'avec ma mère, on a fait tellement de choix sans rapport avec le théâtre pour pouvoir acheter l'appartement, puis une voiture. Et je ne sais pas si j'étais la risée de tous, mais j'en ai certainement eu l'impression par moments à cause de ces films qui ont fait un flop et des publicités bizarres que j'ai ensuite tournées. Oui, parce que après l'université,
Elle a connu une période de vache maigre. Ça s'est pas très bien passé. En fait, elle a trouvé plus drôle. Donc elle dit, j'ai écrit un livre, Seul au monde. Enfin, je n'ai pas écrit le livre en entier. J'ai écrit le premier chapitre. C'était un chapitre très approfondi sur la solitude ressentie en première année d'université, loin de ma mère pour la première fois, et sur la célébrité et le respect que les gens me témoignaient, qui signifiait en réalité prendre de l'espace, ce qui signifiait que je n'avais pas d'amis. C'était triste, mais tellement vrai. J'en étais très fière. Mais ils ont tout simplement balayé le projet d'un revers de main, engagé un prêt de plume, et le résultat était du style « J'aime les guêtres ». C'était tellement insipide et superficiel. Mais un des chapitres parlait de pression, la pression des pairs, la pression du petit ami, et du fait qu'il est normal de ne pas faire tout ce que le garçon veut. J'étais complètement déconnectée de tout ça. Je ne sortais avec aucun garçon. J'étais bien sûr la catholique qui allait attendre le mariage. C'est ce qu'on m'avait inculqué. Écrire que j'étais vierge est né de ce désir de raconter une histoire qui, je l'espérais, aiderait d'autres jeunes, et la presse en a raffolé. Les républicains se sont jetés sur moi. Ils étaient du genre « tu vas être notre figure de proue ». Ensuite, j'ai fait la campagne anti-tabac, et l'industrie du tabac me convoque à Washington pour un interrogatoire. Ils ont retiré les publicités car ils ont dit que je n'étais pas un modèle approprié, que j'ai joué dans des films comme Pretty Baby et Le Lagon Bleu et que par conséquent, je suis une personne corrompue, indigne de parler de tabagisme, et à chaque étape, c'était un véritable tourbillon d'émotions. Voilà, donc ça n'a pas été facile, elle a dû accepter des bides pour gagner de l'argent. Donc, elle arrive au début de sa vingtaine et les choses ne vont pas du tout s'arranger pour Brooke Shields. Elle va vivre un épisode traumatisant. Donc comme je vous dis, là, sa carrière, ça va pas. Du coup, ce jour-là, elle a rendez-vous avec un homme influent d'Hollywood pour un dîner, histoire de parler d'un rôle potentiel. Il l'a invitée dans sa chambre d'hôtel pour appeler un taxi et il a abusé d'elle. Elle en a jamais parlé. Elle a attendu 30 ans pour en parler. Elle a attendu 30 ans pour en parler et elle dit « J'ai dû traverser tellement d'étapes avant de pouvoir enfin m'approprier mon expérience et moi-même. J'étais à un moment très bas dans ma carrière. C'était très difficile pour moi de trouver du travail à ce moment-là et j'avais toujours besoin de gagner de l'argent. Je suis devenue une victime et j'ai décidé de ne plus jamais en parler. C'est un traumatisme difficile à exprimer. Et quand on lui demande pourquoi elle n'en a pas parlé, elle dit « Ma carrière aurait été terminée ». À cette époque, personne ne croyait les victimes. Il n'y avait aucun récit qui pouvait me protéger. Je savais que je n'aurais pas survécu à ça dans ma carrière et peut-être même pas personnellement. Alors je l'ai enfoui. Et c'est au fil des années, avec beaucoup de thérapie et en reconstruisant sa carrière selon ses propres termes, grâce à son talent et non à cause de ce qui s'est passé avec cet homme, que Brooke a enfin pu avancer. Et quand on lui demande pourquoi elle ne veut pas citer le nom de cet homme, parce que du coup on n'a jamais su qui c'était et elle ne veut pas le dire, elle dit ce n'est pas à propos de lui, c'est mon histoire, cette personne ne mérite même pas cette attention, il n'est plus important. Il ne mérite même pas ça. Donc Brooke reprend sa carrière d'actrice, cette fois-ci en diversifiant ses rôles. Elle va jouer dans plus d'une centaine de séries télévisées et de films. Pour les séries, je vous en nomme quelques-unes. That 70 Show, Friends, Nip Tuck, Hannah Montana, The Middle, Scream Queens, New York Unité Spéciale, Jane the Virgin, ainsi que dans plusieurs comédies musicales de Broadway. Malgré les controverses qui ont émaillé ses débuts au cinéma, ses rôles ont conquis le public, comme en témoignent les 5 People's Choice Awards qu'elle a remportés, et elle a reçu le prix de la jeune actrice préférée au cinéma 4 années consécutives, de 1981 à 1984, et son 5e People's Choice Award lui a été décerné en 1997 lorsqu'elle a remporté le prix de la meilleure actrice dans une nouvelle série télé pour son rôle principal dans la sitcom Suddenly Susan. La série fut diffusée de 1996 à 2000 et sa performance lui a même valu 2 nominations aux Golden Globes. Belle revanche. Côté vie personnelle, Brooke Shields a épousé le joueur de tennis professionnel André Agassi en 1997, mais ils ont divorcé 2 ans plus tard. En 2001, elle a épousé Chris Henchy, scénariste, réalisateur et producteur de télé, et ensemble ils ont eu 2 filles, Rowan et Greer. Mais ça n'a pas été facile non plus à ce niveau-là. Au début des années 2000, elle a dû affronter plusieurs épreuves.
la dépression postpartum. C'était après la naissance de sa première fille Rowan en 2003. Elle a souffert d'une sévère dépression, maladie qu'elle a ensuite évoquée ouvertement dans ses mémoires parus en 2005. La pluie est tombée, mon parcours à travers la dépression postpartum, et dans cet ouvrage, elle a relaté avec sincérité ses sentiments de désespoir, d'isolement et de désarroi, levant ainsi le voile sur un sujet longtemps tabou. Son témoignage franc sur ses difficultés de santé mentale a eu un impact considérable, sensibilisant le public à la dépression postpartum et encourageant d'autres femmes à demander de l'aide. Elle est devenue une fervente défenseuse de la santé mentale, insistant sur l'importance de reconnaître et de traiter ce type de dépression et les problèmes de santé mentale en général. Outre sa carrière d'actrice, Brooke Shields s'est également lancée dans la production et l'écriture. Elle a écrit plusieurs livres, cette fois-ci elle toute seule du début à la fin, dont des ouvrages pour enfants comme Bienvenue dans ton monde bébé, ainsi que C'est le plus beau jour de ta vie papa. Et en 2023 donc, comme je vous disais, est sorti le documentaire Pretty Baby Brooke Shields, qui a même été présenté en avant-première au Festival du film de Sundance 2023, et il retrace l'ascension fulgurante de Brooke, enfant star, son exploitation dans une industrie qui fétichise la jeunesse et la sensualité féminine, et plus largement la sexualisation des femmes et des filles dans la culture américaine. Et c'est justement dans ce documentaire qu'elle révèle pour la première fois son propre traumatisme MeToo, qu'elle a subi avec cet homme influent d'Hollywood. Et elle raconte également comment elle a perdu sa virginité à l'université avec Dean Cain, Superman, lorsqu'elle avait 22 ans. Et sachez que ce documentaire a été le plus regardé de l'histoire du lancement d'une production Hulu sur ABC News. Une fois ce documentaire bouclé, elle s'est lancée dans d'autres projets, dont un podcast intitulé Now What, où elle interviewe des personnes sur des moments clés de leur vie, ainsi que Beginning is Now, une plateforme en ligne et une marque lifestyle qui donne la parole aux femmes d'un certain âge et leur permet de partager leurs histoires librement. C'est peut-être un projet qui me correspond davantage. Mes enfants grandissent et le moment est idéal, mais j'ai l'impression de franchir une nouvelle étape et de m'épanouir pleinement. Ça, c'était il y a 3 ans, elle avait 57 ans, maintenant elle en a 60 et elle est toujours aussi radieuse, toujours aussi inspirante. Voilà les amis pour la vie, le parcours de Brooke Shields. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses auxquelles on peut réagir avec notre regard d'aujourd'hui, mais c'était intéressant quand même d'avoir son point de vue à elle, parce que du coup j'ai regardé plusieurs interviews où vraiment elle revenait là-dessus. Il y en a certaines que je vous ai citées. Encore une fois, je trouve ça bien qu'elle n'ait pas été autant marquée par ce qu'elle a pu faire jeune. Elle n'avait pas ce regard-là, mais elle est vraiment, je trouve, le reflet d'une époque où les limites, elles étaient bien repoussées, quoi. Effectivement, maintenant, ça passerait plus. Regardez ce qui s'est passé avec Balenciaga, par exemple frappant. Ils se sont fait insulter direct. Bon, est-ce que pour autant on les a cancel? Non, ils continuent de prospérer. Mais j'étais même choquée que la campagne ait vu le jour, où ils ont donc utilisé des enfants. Donc oui, il y a quand même une tentative, un rebond là-dessus en 2025. C'est 2025 ou 2024, dans ces eaux-là, la campagne Balenciaga. Après, je comprends parfaitement l'œil de Brooke d'avoir vu ça comme de l'art, mais elle est incroyablement mature pour avoir eu ce regard-là à seulement 11 ans. Parce que le film, c'est gênant de se dire la gamine elle a 11 ans. Donc tant mieux encore une fois si elle a su tout gérer, mais chapeau bas, parce que ça aurait vraiment pu brouiller plein de limites dans sa tête et elle aurait pu très mal tourner. Rien que le fait qu'elle était vierge jusqu'à 22 ans, avec tout ce à quoi elle a été exposée, à quel point tout le monde l'a sexualisée, une femme inspirante. C'est tout ce que je retiens d'elle, en tout cas, à chaque fois. Je vous cache pas que personnellement, je pensais que Brooke Shields aurait une plus grande carrière que ça. Je pensais vraiment que... Enfin, quand je l'ai vue petite, encore une fois, dans Le Lagon Bleu, je pensais la revoir dans plein d'autres films. Parce que je la trouvais magnifique. Je trouvais qu'elle jouait bien, parce que j'ai revu le film quelques années plus tard. Et je me suis dit, mais pourquoi on la voit pas plus, Brooke Shields? En fait, je comprenais pas trop. Pour moi, elle avait tout en main pour avoir une très grande carrière, avec vraiment de très grands rôles
rôles, avec vraiment de gros premiers rôles dans des grosses productions. Vous voyez? Donc je suis un peu étonnée qu'elle n'est pas... on la connaît bien sûr, hein, elle est là, elle est incontournable. Mais je comprends pas quand même pourquoi elle n'a pas eu des rôles plus extraordinaires que ça, voyez-vous. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là. Je vous fais plein de gros bisous. Je remercie encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez, avec le lien que je vous mets en barre d'infos, 83% de réduction avec également 4 mois en plus offerts. L'abonnement vous revient donc à 2 € par mois et 3 centimes. Vous avez une assistance technique disponible H24, 7 jours sur 7. 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc vous pouvez tester sans aucune crainte. N'hésitez pas. Je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.